Bonjour à tous et bienvenue sur ce Lab Santé consacré à la chirurgie du cancer de la prostate que nous organisons avec notre partenaire Aesio. Le cancer de la prostate, je vais vous expliquer en quelques mots avant de donner la parole à nos spécialistes. C'est 60 000 nouveaux cas par an en France. C'est 25% des cancers masculins. C'est le premier cancer chez l'homme. Et 9 000 morts chaque année, même si 90% des personnes sont encore en vie 6 ans après la détection de leur cancer. C'est un cancer qui suscite beaucoup d'interrogations, que ce soit au niveau du dépistage par le PSA, qui est la protéine spécifiquement produite par la prostate, qui est un marqueur éventuel du cancer, mais ça on en discutera avec nos spécialistes médecins. C'est aussi un cancer qui interroge en termes de traitement, puisque plusieurs pistes sont possibles, du non-traitement, puisque c'est aussi possible une fois qu'il y a un dépistage, et surtout des séquelles qui font très peur aux patients, puisque nous avons également un patient avec nous aujourd'hui qui a été opéré. Donc pour évoquer ces questions-là, à côté de moi, le docteur Bruno Segui. Vous êtes chirurgien urologique à la clinique Beau Soleil du groupe Aesio et vous êtes spécialiste de ce cancer, puisque vous êtes même le premier qui a fait une opération par robot dans l'Hérault en 2012, docteur, je pense, si ma mémoire est bonne. Il y a aussi le professeur David Azria, qui est oncologue, spécialiste en urologie à l'ICM Val d'Orel. Vous êtes également directeur scientifique de l'établissement et vous êtes président du réseau régional Onco-Occitanie. Et monsieur Monredon, Maurice, merci d'être avec nous également. Vous avez 69 ans, vous avez été opéré en 2018 d'un cancer. Donc vous allez pouvoir nous expliquer 3 ans après votre parcours, comment vous avez vécu l'annonce, le traitement, l'après, ce qui se passe. Et ma première question qui va toucher nos deux médecins, c'est peut-être le point de départ de l'annonce ou de la prévention, si on peut parler de prévention du cancer, c'est la question du dépistage et du taux de PSA. Il y a polémique, les patients, enfin les personnes, les hommes n'y comprennent peut-être plus grand-chose, puisque la Haute Autorité de Santé n'est pas très à un avis qui est plutôt réservé sur le dosage systématique du PSA. Faut-il, messieurs, peut-être commencer par le docteur Segui, que les hommes de plus de 50 ans fassent des mesures de taux de leur PSA ou pas ? Alors la réponse est claire, il n'y a plus de controverse, la réponse est oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Le taux de PSA, comme vous l'avez dit, ce n'est pas un marqueur, c'est une sentinelle qui permet de dire s'il se passe quelque chose ou pas à votre prostate. Ce n'est pas parce que vous avez un taux de PSA élevé qu'il y a forcément une maladie grave. La polémique, qui n'est pas une polémique en fait, c'est un quiproquo, qui vient que l'on confond la santé publique et les décisions que l'on doit prendre au niveau d'une population, et la médecine clinique, c'est-à-dire quand vous avez un patient en face de vous qui a des antécédents familiaux de cancer de prostate, qui est d'une certaine ethnie, qui a un PSA qui s'élève, c'est pas du tout la même chose. Donc ce n'est pas parce que au niveau d'une population entière, il n'y a pas de preuve de diminution de la mortalité globale de ce cancer par le biais du PSA, qu'il n'y a pas d'intérêt pour vous, en tant qu'individu, à le faire. C'est complètement déraisonnable de penser que pour ne pas diagnostiquer des cancers indolents qui risquent d'être traités inutilement, il ne faille pas pour vous, en tant qu'individu, passer à côté d'un diagnostic grave de cancer. Donc oui, il faut le traiter, il faut le dépister. On appelle ça plutôt diagnostic précoce. Il est recommandé par l'Association française d'urologie de faire un premier dosage du PSA à 50 ans. C'est un dosage qui est très informatif et ça va permettre de définir un risque pour vous dans les 30 ans qui viennent de faire ou pas un cancer de prostate. Et ça va permettre un rythme de dosage personnalisé. Voilà. On en parlera tout à l'heure. La médecine, maintenant, elle doit être préventive, personnalisée, prédictive et participative.
Alors le préventif, c'est difficile. Le cancer de prostate, la prévention primaire, si on voulait éradiquer le cancer de prostate de la planète, il faudrait castrer les hommes jeunes avant la puberté. Bon, vous comprenez que c'est un peu difficile. Donc la prédiction individuelle, elle est là, c'est faire le taux de PSA à 50 ans. Il y a des études, alors tous les quiproquos viennent du suivisme de l'HAS d'une étude américaine qui a 20 ans maintenant, qui s'appelle PLCO, et c'est une étude donc qui avait randomisé, qui avait fait 2 groupes pour voir si le taux de PSA permettait de diminuer la mortalité ou pas. Donc un taux de dizaines de milliers de patients à qui on faisait des PSA, un autre groupe à qui on n'en faisait pas, et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de différence. Le problème, c'est que dans le groupe qui était censé ne pas être dépisté, plus de la moitié des patients étaient testés, étaient dépistés clandestinement. Donc on ne peut pas mettre en évidence de différence de la mortalité sur ces 2 groupes. C'est comme si vous testiez un antipyrétique pour faire baisser la fièvre chez 2 groupes de patients et que vous mettiez tout le monde sous Doliprane. Donc voilà le quiproquo. Professeur Azria, vous êtes entièrement d'accord? Il y a unanimité aujourd'hui dans le corps médical en France sur le sujet? Clairement, il y a encore des discordances entre les spécialistes. Je rejoins tout à fait le docteur Segui sur le fait de personnaliser le traitement. La question, en fait, elle n'est pas, pour un oncologue, elle n'est pas de ne pas doser ou doser quelque chose. C'est qu'en faire? Que faire des résultats lorsqu'on l'a dosé? Elle est là le grand impact sur la population, c'est d'éviter de faire du surtraitement, de ne pas passer à côté d'un bon traitement, et surtout de ne pas avoir une conscience tranquille de faire un sous-traitement. Et là, l'enjeu, il est là. C'est-à-dire que pour bien traiter les malades en fonction du résultat du PSA, il faut le doser. Et elle est là notre difficulté, c'est qu'on n'a pas trouvé d'autres marqueurs que le PSA pour être plus précis, pour obtenir pour identifier des patients qui sont à haut risque d'emblée. On n'a pas trouvé d'autres. Donc le PSA est assez généraliste, il ne faut pas le nier, ça, c'est clair. On appelle ça une AUC, nous. C'est la prédictivité, la puissance de prédire quelque chose. Elle est autour de 0,6, le PSA. Elle n'est pas loin de la chance, de 0,5. Donc, globalement, il n'y a pas une énorme preuve avec un PSA. Mais par contre, c'est un très bon indicateur pour nous dire, est-ce qu'on n'a pas eu un patient qui va aller vers quelque chose de grave lorsqu'on a un taux qui commence à bouger. Donc, la grande réflexion des spécialistes, et des réunions multidisciplinaires, justement, d'où l'intérêt d'aujourd'hui d'être ensemble, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce PSA? On ne va pas tout de suite aller vers une chirurgie, vers une radiothérapie ou j'en sais rien. Mais on a quelque chose, on a identifié quelque chose, quelqu'un, on discute, il y a un dialogue singulier avec le patient et on donne un risque, un potentiel, etc. Mais on rentre dans une dimension de plus de surveillance, plus rapprochée que d'éviter de faire un dosage qui pourrait sauver quelqu'un. La grande discussion est là. Et le taux d'alerte, très concrètement, est-ce qu'il y a un taux d'alerte, un taux de risque potentiel? Comment vous l'évaluez? Ou c'est vraiment en fonction du patient, de son histoire? C'est sûr. Il y a un chiffre? Les anti-PSA, on a vu les anti-vax il n'y a pas longtemps, les anti-PSA, ils disent qu'on surtraite tout le monde alors qu'on ne va pas mourir de ce cancer. Très bien. Pour beaucoup de patients, ils ont raison. Mais pour une frange qui, à mon avis, est autour de 30-40% des malades, on les laisse passer. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai commencé à l'ICM en 96. On avait des maladies graves. J'étais dans le service du professeur Culline à l'époque. On voyait des malades qui arrivaient d'emblée avec des métastases partout. On a fait du PSA, on ne les voyait plus. Et depuis 4-5 ans, je les revois, ces malades en consultation. Et je me rappelle de ces moments dramatiques pour ces malades. Et je suis en train de revivre la même chose parce qu'on n'arrive pas à identifier ces patients qu'on pourrait sauver d'emblée parce qu'on les a diagnostiqués précocement. Et le terme de diagnostic précoce du docteur Segui est excellent. Mais on est obligé de passer par un dépistage parce que dépistage précoce, c'est quoi? C'est attendre un signe fonctionnel, attendre un trouble urinaire, avoir des antécédents familiaux, avoir une ethnie particulière. On se connaît qu'aux Antilles, on a une prévalence, une incidence importante. Voilà, donc on n'a pas d'autre moyen que de faire ce PSA pour identifier une frange de population à risque, en tout cas qu'il faudra traiter. Il faut améliorer, nous, notre décision de traitement derrière ce résultat, ce taux de PSA, et ce 4 qu'on connaît du laboratoire, ou 3,5 ou 5,5, ça dépend des trucs.
bon, je ne sais pas si c'est une valeur seuil. Ce qui nous inquiète surtout, c'est la pente de progression du PSA. Donc, répéter les dosages, pas se précipiter sur un traitement, discuter. Ok, ça crée une angoisse pour le malade, mais c'est parfois une angoisse qui est salvatrice, c'est clair. Monsieur Monredon, comment s'est passée l'annonce de votre cancer et quels étaient les signes, vous, justement, que vous aviez? Moi, j'ai été suivi par le docteur Segui présent ici. Donc, il me suivait depuis quelques années. Et donc, j'avais un traitement pour éviter que mon PSA monte. Au bout de quelques années, j'ai pris la retraite. Et là, mon PSA a commencé à s'affoler. Donc, le docteur Segui m'a fait une biopsie. À la suite de ça, il a trouvé des adénomes, ou des carcinomes, je ne sais plus comment on appelle. Et donc, on m'a dit, il faut faire quelque chose, c'est-à-dire il faut vous opérer. Alors, on m'a expliqué plusieurs méthodes. On m'a fait visiter Val d'Orel, donc j'ai été soigné à Beau-Soleil. Et donc j'ai réfléchi, j'ai posé des questions au chirurgien, puisque c'était lui le technicien. Et à la suite de ça, j'ai pris ma décision de me faire enlever la prostate par chirurgie. Donc très concrètement, vous étiez suivi parce que vous aviez un PSA, enfin ça illustre parfaitement vos propos de tout à l'heure, un PSA à surveiller, et c'est quand il s'est emballé qu'il y a eu un signe d'évolution d'une potentielle maladie, qu'il y a eu après une discussion avec le patient pour savoir quelle était l'option thérapeutique à prendre. Pour en finir avec le dossier PSA, après on parlera des traitements bien entendu. Parfaitement ce que disait David Azria tout à l'heure. Le PSA seul, comme ça, est ininterprétable. Il faut l'interpréter en fonction de l'âge du patient. Plus l'âge augmente, plus le PSA augmente, en fonction de la taille de la prostate, de la façon dont urine le patient. Si le patient a des difficultés pour uriner, ça peut monter. On parlera après du vélo et tout ça. Mais le plus important à retenir dans le PSA, il faut le faire. Ce n'est pas parce qu'un outil a été trop utilisé ou parfois mal utilisé qu'il ne faut plus l'utiliser. La voiture est un excellent moyen de déplacement d'un point A à un point B. Il y a parfois des accidents. Vous ne supprimez pas la voiture pour autant pour vous déplacer. Vous retirez le volant aux alcooliques et aux chauffards. Donc le PSA doit être prescrit de façon raisonnée. Il y a quand même 9000 morts par an. Que fait-on de ces gens-là? On peut, comme l'a dit David Azria tout à l'heure, si on arrive tôt, les guérir, les soigner. Pourquoi s'en priver? Donc les gens qui disent de ne pas faire de PSA prennent des responsabilités assez importantes selon moi. En matière de traitement, vous me rappeliez tous les deux quand on a préparé ce Lab Santé que finalement, il y a plusieurs options et quand la chirurgie est loin d'être systématique et que des patients qui ont un taux de PSA très élevé et qui révèlent un cancer ne sont opérés que dans un tiers des cas, je crois, c'est ça, immédiatement. Alors c'est ça, dans l'Hérault, on a la chance d'avoir un registre des tumeurs. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs de faire une étude européenne, et on en conclut sur le PSA. L'étude européenne qui a été menée de façon méthodologique beaucoup plus précise et mieux que l'étude américaine a montré qu'il y avait une diminution de la mortalité spécifique par cancer de prostate chez les patients dépistés de plus de 30%. C'est-à-dire on se reproche du sang, voilà, du sang. Ça c'est pour conclure et terminer sur le PSA. Quant au traitement, effectivement, s'il y a un mot qui peut définir le cancer de prostate, c'est hétérogène. Il n'y a pas un, mais des cancers de prostate. Et donc il va falloir s'adapter à ce cancer, au patient, à ses attentes, à la façon dont il urine. Et effectivement, sur 100 patients que je diagnostique pour un cancer localisé de prostate, j'en opère 30, j'en envoie 30 ou 40 en radiothérapie. Le reste, c'est un mix de traitements entre les ultrasons, la surveillance, et 30% sont surveillés. Alors la surveillance, c'est parfois compliqué pour les patients, ça peut générer une certaine anxiété, mais on a de plus en plus de moyens et d'outils actuellement qui nous permettent de prédire pour ce patient, en fonction de son IRM, s'il a une cible ou pas, de l'évolution de son PSA, est-ce qu'il va évoluer ou pas? On est capable en consultation actuellement de dire à un patient, vous avez dans les 5 ans qui viennent, plus d'une chance sur 2 de garder votre prostate et de ne pas évoluer. Donc ça c'est très important, et ceux qui vont évoluer, on les traitera de façon différée sans aucune perte de chance.
Professeur Azria, je crois que vous êtes spécialiste également de l'intelligence artificielle et je crois qu'aujourd'hui, elle vous apporte, en termes de pronostics ou de décisions à prendre, des éléments qui n'existaient pas il y a quelques années encore. Pour évoquer ce que disait le docteur Segui, qu'est-ce qu'on fait comme choix en fonction du patient, de son âge, de tous les indicateurs qu'on peut avoir. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui dans les prises de décision ? Tout d'abord, il faut avant de se faire remplacer par l'artificiel, il faut quand même se rappeler que la décision et le choix, en fonction des éléments initiaux, c'est une vraie discussion entre le médecin et le patient. Et avant qu'il y ait une relation très singulière, parfois, ou même souvent, on a un échange entre collègues. Donc, au tout début, il y a un patient qui arrive avec un PSA élevé, on a d'autres éléments. Avant de revenir avec le patient, on rediscute tous ensemble pour essayer d'avoir une attitude commune. Et donc, il y a une relation forte humaine de professionnels de santé qui intervient avant de se faire aider par l'artificiel. Alors, je dis ça, mais elle a des faiblesses, cette relation humaine, parce qu'on a, j'espère, des cerveaux un peu bien faits, mais on ne retient pas tout. Et donc, l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on essaie de travailler actuellement avec le réseau régional en Occitanie, c'est de faire un module d'aide à la prise de décision pour avoir une RCP, on appelle ça d'excellence sur le cancer de la prostate. Une RCP, c'est-à-dire une réunion pour être didactique, voilà. Qui rassemble plusieurs médecins. Et en fait, qu'est-ce qu'on veut ? On veut que toutes les informations dont a parlé Bruno Segui sont mises dans le dossier classique que chaque médecin remplit pour la discussion ensemble. Mais dedans, on est en train de créer un moteur artificiel pour justement essayer de nous aider à prendre des décisions les plus éclairées possibles au jour J. C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas une étude il y a 3 jours qui est sortie et ce moteur artificiel va nous aider en disant, attention, pour ces critères que vous avez mis, il y a ça qui vient de sortir. N'oubliez pas. Donc c'est plutôt j'ai envie de dire, une intelligence humaine augmentée, plutôt qu'intelligence artificielle. Mais quoi qu'il en soit, je crois qu'il faut le développer, parce que c'est vraiment une béquille importante pour un choix d'excellence, en fait. Et plus que d'excellence, de pertinence du soin. C'est-à-dire qu'on ne va pas rater quelque chose avant de revoir le malade, qui est le plus actualisé possible pour pouvoir lui donner le meilleur traitement. Et ça, je pense que c'est l'avenir. Voilà. Très concrètement, quand vous avez, par exemple, le dossier de M. Monredon qui arrive, vous avez les données que vous donnent ces dosages X ou Y qui sont des données biomédicales. Et vous avez cette bibliothèque à disposition, mais effectivement très exhaustive et très actualisée, de patients qui peuvent lui ressembler et qui peuvent, dont les évolutions de groupe peuvent vous indiquer ce qui peut arriver avec M. Monredon plus tard et qui vous aidera à prendre la décision le concernant. C'est exactement ça. Le plus important, en fait, c'est que vous avez pour les mêmes critères rentrés, si vous n'utilisez pas ça, si vous êtes classique, en gros, vous allez dire le même traitement à tout le monde. Donc, se réunir pour mettre toujours la même chose, c'est pas la peine de se réunir. Ça c'est fini aujourd'hui. C'est vraiment. Très honnêtement, on va vers la fin de ce système, c'est clair. Et par contre, s'il y a un critère qui est lever nocturne 3 fois, ce qu'on appelle nous des syndromes irritatifs, où on voit que le patient est gêné pour uriner plus fréquemment, qu'il a du mal à évacuer ses urines lorsqu'il se lève le matin, etc., qu'il a 15 jours avant eu un petit blocage urinaire, qu'il a fallu aller une demi-heure ou 1 heure aux urgences pour le dessonder, mais ça s'est bien passé, il est ressorti. Mais il y a des signes comme ça qui évoquent que probablement ce malade il va partir vers une chirurgie, parce que la radiothérapie risque d'augmenter ces signaux. Donc il n'y a pas pour ou contre ces traitements. On a des éléments d'orientation qui sont plus favorisants pour tel ou tel traitement. Et ça, le système va nous dire, attention, n'oubliez pas, vous avez ce signe que vous avez rentré. Il y a un article qui vient de montrer que pour ce malade, il risque d'avoir des complications, plutôt aller vers la chirurgie ou plutôt aller vers la radiothérapie, etc. Et c'est ces éléments qu'il faut développer pour qu'on ait plus une aide à la décision et qu'on n'oublie pas certains points que monsieur ou autre patient puisse nous donner
et qu'on est passé un peu à travers pendant la consultation. C'est important. Donc très concrètement aujourd'hui, docteur Segui, il n'y a plus de surtraitement comme on a pu accuser les médecins qui prennent en charge le cancer de la prostate. Je vous parle très franchement. Non, le surtraitement actuellement, il est battu en brèche par la surveillance et par ce que disait David Azria. On a des traitements, des propositions de traitement qui sont multidisciplinaires, qui sont singulières, qui prennent en compte les attentes du patient. Chacun n'a pas la même vie entre le patient diabétique de 70 ans qui n'a pas d'érection et le jeune quinca, coureur de jupons. Il n'y aura pas les attentes. Ça aussi, c'est pas de l'intelligence artificielle, mais ça rentre en compte. Il faut bien écouter le malade. L'intelligence artificielle, il faut toujours que ça reste une aide. En robotique, par exemple, c'est un terme impropre. Le chirurgien à la main, toujours. Et c'est très important et ça rassure les patients. Les patients sont très inquiets des fois. Ils nous disent, mais c'est bien vous qui opérez. Donc ça, c'est important. L'intelligence artificielle, si vous rentrez des données stupides, elle va vous donner des réponses imbéciles. C'est arrivé avec IBM Watson, là, l'intelligence artificielle d'IBM qui est complètement en train d'échouer, parce que justement, la sagacité et la pertinence de cette intelligence artificielle n'étaient liées qu'aux oncologues du mémorial qui rentraient eux-mêmes leurs données avec leurs habitudes, ce qui peut poser aussi des questions éthiques. Donc le traitement monomaniaque, monogame, j'opère tout le monde, j'irradie tout le monde, ça c'est fini depuis assez longtemps quand même. Et aujourd'hui, vous l'avez évoqué, on opère beaucoup par robot. Quand on fait de la chirurgie, c'est essentiellement du robot, avec évidemment le cerveau de l'homme derrière, mais la main, c'est le robot. Alors, c'est la main du chirurgien, son cerveau, son œil, sa main, qui vont guider les gestes du robot. Le robot, c'est un peu un terme impropre. On devrait dire télémanipulateur. Le robot, c'est quelque chose que l'on programme, on appuie sur un bouton, ça traite et on va boire le café. La robotique dont on l'entend, Da Vinci, c'est pas du tout ça, c'est une aide à la célioscopie, c'est un télémanipulateur. On l'appelle intuitive d'ailleurs parce que ça reproduit les mouvements de la main du chirurgien. On voit 12 fois plus gros en 3D. Les mouvements sont intuitifs, c'est-à-dire que par rapport à la célioscopie, en célioscopie, comme on opère par des petits trocars de bras de levier, si je veux atteindre un organe en haut à gauche de l'écran, il va falloir que je mette ma main en bas à droite. C'est complètement contre-intuitif. Donc là, avec le robot, on a effectivement des mouvements intuitifs, très fins. Les degrés de liberté articulaire des pinces sont supérieurs à ceux de la main. Ça ne vous dit pas où couper. Si vous n'avez pas une grosse boîte noire, vous, de chirurgien, vous allez couper le sphincter trop loin et le patient va être incontinent. Alors, on n'y est pas encore, mais dans l'avenir, on peut penser qu'il y aura de la réalité augmentée, dans un premier temps, qui va nous dessiner des structures anatomiques mieux qu'on les voit. De l'intelligence artificielle, ça sera en amont, pour bien décider. Le nombre, vous me disiez, de chirurgie robotique, c'est en pleine expansion. Ça a commencé en France dans les années 95. En 2009, si mes souvenirs sont bons, il y avait 2000 procédures robots en France. On fait 20 000 prostatectomies robots par an, 20 000 prostatectomies par an en France. 60 000 nouveaux cas, un tiers, 20 000. C'est à peu près stable. En 2009, si mes souvenirs sont bons, il y avait 2000 procédures robots, et il y en a eu plus de 10 500 en 2019. On est passé d'un taux de chirurgie robot assisté de 10% à 55-53% l'an dernier. Aux États-Unis, on est à 90%. Les chirurgiens américains qui n'opèrent pas par voie robot, par robot assistance ne sont plus assurés parfois par leurs assureurs. Donc voilà toute cette évolution. Et pour la petite histoire, vous savez que le robot, ça vient d'une collaboration entre l'armée américaine, le MIT et la NASA, qui en 92 cherchait un moyen pour opérer les soldats à distance du champ de bataille. Et donc ce brevet a été racheté par la société Intuitive. Et ça a échoué, pourquoi? Parce qu'ils avaient oublié, les ingénieurs aussi savants soient-ils, qu'il y avait des tempêtes de sable dans le désert et ça a été grippé le système par du sable. Monsieur Monredon, vous avez été opéré par robot, vous avez une chirurgie robotique? Oui, j'ai été opéré par robot. Ça vous a inquiété dans un premier temps, comme disait le docteur Segui, on est un peu inquiet de se dire c'est un robot qui va, ou ça vous a rassuré? Ben non, parce que je savais que c'était quand même le médecin qui manipulait cette machine. Mais c'est vrai qu'avec une part d'inconnu, parce que bon, moi, les problèmes de prostate, je n'en avais jamais eu. Donc on me dit qu'on va m'opérer avec un robot, c'est tout nouveau pour moi. Mais j'ai pas eu une peur supérieure à la normale, quoi.
Je l'ai admis à partir du moment où on m'a expliqué comment ça allait se passer. On m'avait même donné un CD avec une démonstration, donc ça m'a mis en confiance. Et après, j'ai fait confiance à mon chirurgien. Qu'est-ce qui se passe dans l'après, puisque on a évoqué les traitements. Quand on sort d'une intervention, on sait que quand on annonce un cancer de la prostate, les hommes ont beaucoup peur des conséquences, des problèmes d'incontinence ou de perte d'érection. Qu'est-ce que concrètement, vous, dans votre 3 ans après, votre rétablissement s'est passé comment? Est-ce que les étapes sont longues? Qu'est-ce que vous avez vécu? 3 ans après, disons que tout est normal pour moi. Il n'y a qu'une seule différence, c'est que mon sexe a diminué de longueur, puisqu'on m'a enlevé la prostate, donc il a reculé. Mais sinon, après, j'ai pas d'incontinence. Je ne suis pas obligé d'avoir des couches. Je me lève une fois par nuit, de temps en temps, pour uriner. Sinon, des fois, je passe la nuit sans uriner. Donc, c'est une vie. Bon, c'est vrai que j'ai été opéré, mais pour le moment, les désavantages de l'opération, pour moi, il n'y en a pas. Et vous avez retrouvé votre forme par rapport à votre grande fatigue avant d'être Là, ça a complètement disparu. Au contraire, j'ai la pêche. Je me suis remis à faire du vélo, pour vous dire l'activité physique. Bon, là, évidemment, j'ai pris un peu de poids, parce que j'ai un peu laissé tomber l'activité physique pour me... Avec le confinement. Et disons que je me suis davantage occupé de bons repas, donc... Mais sinon, tout est normal pour moi. Et pour finir, alors sur le traitement de demain, avant d'évoquer peut-être les conséquences et comment peut-être dédramatiser certains risques, le traitement de demain, ce sera quoi, compte tenu de tout ce que vous venez de m'expliquer? On va répondre successivement. Nous, de notre côté, on s'occupe du traitement focal. C'est-à-dire qu'on essaie de rattraper nos confrères sénologues qui, depuis longtemps, ne traitent pas, n'enlèvent pas tout le sein, ils n'enlèvent qu'une partie du sein. Alors c'est souvent une question qui revient, d'ailleurs. Les patients disent, mais pourquoi vous m'enlevez toute la prostate alors qu'il n'y a qu'une partie de la prostate qui est malade? Donc les traitements focaux sont en cours d'évaluation. Il y a des pistes. Focal, excusez-moi, on enlève juste la tumeur. Traitements focaux, c'est pas d'enlever, c'est de traiter que la partie de la tumeur qui est malade. Et conceptuellement, on savait qu'il fallait y aller, on en discute avec David depuis 20 ans, il nous manquait l'imagerie. La prostate, elle a du mal à se laisser voir. Elle est très discrète, très pudique. Et c'est nos confrères radiologues qui avaient l'IRM nous ont permis de voir exactement où était la tumeur. On a eu des systèmes de biopsie ciblée par fusion d'images qui nous permettent de cibler exactement dans la tumeur. Donc l'avenir de notre côté, nous en urologie, c'est les traitements focaux, notamment par ultrason focalisé. Et après, il y a les radiothérapeutes qui, là David va vous en parler, qui avancent beaucoup de ce côté-là aussi. Oui. Professeur Azria, donc, expliquez. Comment voyez-vous l'avenir des traitements? C'est en lien avec ce qu'on vient de dire également sur l'intelligence humaine augmentée. On l'introduit dans le choix thérapeutique, mais on l'introduit actuellement dans le traitement directement aussi. Donc à toutes les étapes du processus. Et le traitement de demain, c'est presque le traitement d'aujourd'hui déjà. Je ne parle pas dans 10 ans, hein, bien sûr, mais dans les 2-3 prochaines années, on y est, ça y est. Qu'est-ce que c'est? C'est une aide à contourer, à voir les zones malades, comme a dit Bruno Segui, beaucoup mieux. Certaines séquences d'IRM qui nous aident vraiment beaucoup. C'est fusionner avec ce qu'on appelle le PET scan. C'est un scanner qui, avec nos collègues de médecine nucléaire, qui utilisent des marqueurs qui vont identifier des cellules un peu plus spécifiques de la prostate. Donc on va fusionner plusieurs examens radiologiques pour identifier plus précisément la zone. Alors, est-ce qu'il faut aller vers le traitement focal pur? C'est une grande discussion, c'est en évaluation, hein, je suis tout à fait d'accord. Ce que l'on sait déjà sur certains premiers retours, c'est malheureusement qu'on voit des récidives à côté. Pourquoi? Parce qu'on fait des biopsies initiales, on voit des petites zones, mais on n'est pas sûr qu'il n'y a pas d'autres cellules qui ont pris le même chemin cancérologique ou oncogénique
de la zone qui est malade et que l'on voit. Donc on a probablement plusieurs zones. C'est personnellement mon inquiétude sur ces traitements focaux. Ne pas aller vers un traitement, mais devoir y revenir dans 1 an ou 2 ans, parce qu'en fait, à côté, ça repousse. Bon. C'est un vrai générateur d'angoisse. Je crois qu'il n'y a plus de dispute entre tel ou tel traitement. C'est maintenant la façon de réfléchir au traitement le plus personnalisé. La radiothérapie devient extrêmement précise. La chirurgie devient extrêmement précise. Je crois que on ne peut plus se permettre, très honnêtement, d'aller dans des endroits qui n'ont pas l'habitude de faire du cancer de la prostate. Et je crois que c'est un message important, et ça se voit dans toutes les disciplines et dans tous les cancers chez nous. Plus vous faites quelque chose, et meilleur vous êtes. Ça, c'est évident. Et donc, il faut aller dans des centres où vous savez qu'il y a des gens qui font quasiment que ça, de la prostate, du sein, du cerveau. Enfin, on devient des hyper spécialistes. Et je crois que le traitement, et je finirai par là, les traitements d'aujourd'hui et de demain, ce sont les meilleurs traitements optimisés techniques, mais avec derrière des gens qui sont quasiment hyper spécialisés. On n'est plus des généralistes du cancer, on est spécialistes de tel ou tel cancer, parce qu'il y a plusieurs cancers, mais dans le même cancer, il y a plusieurs types de sous-types de cancer. Et on ne peut pas tout savoir, surtout les cancers, quand on est cancérologue, au jour J à leur âge, c'est pas possible. Donc on est obligé de se hyper spécialiser sur un cancer, parce que dessous, il y a des sous-types très différents, et donc ça devient un facteur démultiplicateur qu'il faut maîtriser. Donc je crois que le message est important. Donc aux patients de bien se renseigner pour aller dans un centre spécialisé qui est réputé pour avoir un nombre... Oui, et surtout de rencontrer des hommes et des femmes qui connaissent bien le type de cancer pour lesquels ils doivent être traités. Est-ce que les traitements de demain, parce que M. Monredon l'a évoqué, ce sont on va parler des séquelles qui font énormément peur, qui vont avoir moins de conséquences sur le quotidien. Vous me disiez, alors je ne sais pas si c'était vous, professeur Azria, ou vous, docteur Segui, quand on a discuté en amont, que l'incontinence, c'est 9% des patients opérés. Si j'ai bien retenu le chiffre, on en parle beaucoup, c'est 1 sur 10. Est-ce que ce chiffre va baisser? Est-ce que c'est la réalité? Et qu'en est-il également en termes de problèmes d'érection qui font très peur aux patients au moment de l'annonce? Alors, la continence, c'est 4% dans les équipes très entraînées, c'est incompressible, et comme je dis aux patients, c'est lié ni au chirurgien, ni au patient. C'est la façon dont on cicatrise, en fait, quand on suture à l'intérieur l'anastomose. Mais c'est clairement lié à l'expérience du chirurgien. Le problème des centres experts, comme a dit M. Azria, c'est que parfois, on pense que c'est l'outil qui fait l'expert. Et ça, c'est une erreur. Si vous donnez le meilleur outil qui soit à quelqu'un qui n'est pas expert et qui n'a pas l'habitude de l'intervention, vous aurez des mauvais résultats. Donc il faut faire attention parce que les patients, souvent, viennent chercher la dernière nouveauté, l'outil, et ça, c'est une erreur. Donc c'est 4%. C'est toute une prise en charge et ça se gagne avant. Et il faut essayer d'éviter d'aller opérer le patient dont vous pouvez penser qu'il va être incontinent. Et ça, c'est un peu le flair du chirurgien, de l'expérience. Il y a tout un tas de critères rationnels et scientifiques, évidemment. Mais quelqu'un diabétique un peu âgé, qui a une très grosse prostate, qui a des urgences, enfin voilà, il y a tout un tas de critères qui nous dit, lui, il risque d'être incontinent, il faut essayer d'éviter de l'opérer. Concernant l'impuissance, alors là, c'est la dysfonction érectile après chirurgie, ça c'est très compliqué parce qu'il y a des études qui sont très hétérogènes, qui manquent de puissance scientifique et de sérieux, les questionnaires n'en sont pas tous validés. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est l'âge qui fait le pronostic de récupération. Plus vous allez être jeune, plus vous allez récupérer une érection facilement. Plus vous avez d'activité sexuelle avant aussi, plus vous allez récupérer. Il y a la préservation des bandelettes au moment de l'intervention. On peut décider si on garde les nerfs recteurs ou pas, en passant très près, notamment avec le robot. Donc ça, si vous préservez les bandelettes ou pas, vous augmentez ce risque, ou vous diminuez ce risque. Et effectivement, il y a l'expérience du chirurgien aussi qui compte. Il y a des critères un peu plus anecdotiques et rigolos dans la littérature. C'est notamment le différentiel d'âge entre l'homme et sa partenaire. Voilà, dans le sens négatif. Plus sa partenaire est jeune, plus l'homme semble récupérer.
Voilà, donc les critères, c'est l'âge, la qualité de l'érection avant et l'expérience du chirurgien. Peut-être qu'il y a un point important à préciser par rapport à ce qui vient de se dire. C'est lorsqu'un patient doit décider son traitement, nous on dit toujours, en tout cas nous en consultation, chacun porte sa croix. Tel traitement n'est pas meilleur qu'un autre. Bruno Segui a parlé de l'incontinence. C'est vrai qu'en radiothérapie, on a très peu d'incontinence, mais on a ce qu'on appelle une urgenturie. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit avec le temps que les patients ont du mal après à se retenir. S'ils ont envie, il va falloir qu'ils y aillent. Alors, ce n'est pas tout à fait l'incontinence, mais c'est un mode différent. Il y a des petites irritations rectales chez nous qui n'ont pas là-bas. Il y a un peu moins d'impuissance avec la radiothérapie, un peu plus parfois avec la chirurgie, mais de l'autre côté, ils n'ont pas de troubles digestifs. Donc, c'est un vrai feeling personnel entre le médecin et le patient. Moi, j'ai toujours des patients, je leur demande, et puis ils me disent, moi, j'ai 75 ans, j'ai mon épouse, j'ai plus de relation avec mon épouse, je préfère qu'on m'enlève la prostate, ça ne me changera pas ma vie. Alors que d'autres me disent, moi, j'ai une activité, je veux absolument garder ça, je vais essayer d'avoir un traitement qui ait le minimum d'impact sur ce problème. C'est un vrai feeling personnel, et il ne faut pas le comparer presque. Il faut savoir ce qu'a envie le patient, malheureusement dans la conséquence du traitement, parce que s'il faut passer par le traitement, il faut passer, pour ne pas trop altérer sa qualité de vie, parce que chaque qualité de vie est personnelle. Il n'y a pas la qualité de vie, il y a une qualité de vie personnelle qu'il faut éviter d'aggraver. Et ça, c'est ce qu'on dit toujours avec Bruno. Ça, c'est la clé. Et c'est vraiment là où on fait la différence. C'est-à-dire qu'il y a une très grosse attente différente entre les patients. C'est ce que je vous dis, hein, le cavaleur de 50 ans et le papy de 70 ans. Et même chez le même patient, vous allez avoir des moments très différents. J'ai toujours en tête un patient qui vient me voir avant l'été. Il avait perdu sa femme d'un cancer du sein. On lui détecte un cancer de prostate. Vite, docteur, enlevez-moi ça, enlevez-moi ça. Je lui dis, attendez, il n'y a pas le feu, on va faire le bilan, on réfléchit. Il revient après l'été avec une compagne qui avait 25 ans de moins que lui. Son discours n'était plus du tout le même. Donc c'est très important. Il faut faire de la dentelle. C'est de la singularité. Et effectivement, il faut bien connaître les gens. Le tempo du patient est très important. Il faut comprendre que c'est un patient qui va bien, souvent, 55 ans, on vous fait un PSA, vous êtes en pleine forme, on vous fait cette analyse, on tire la pelote, et là, vous allez vous retrouver face à un urologue qui va vous dire, je vais vous faire une IRM, il y a une cible, je vais vous faire une biopsie. Le patient va très bien, on lui parle de radiothérapie, de prostatectomie. Le type, il se dit, non mais attendez, moi je vais bien, je suis pas malade. On n'est pas du tout dans la même situation que quelqu'un qui a une colique néphrétique, qui souffre et qui tape au bloc opératoire ou qui appelle son copain urologue, vite, opère-moi. Donc ça, il faut respecter ce tempo du patient, c'est très important de le respecter, je pense. Monsieur Monredon, vous avez eu l'impression que c'est vous qui avez donné le tempo, qu'on a fait de la dentelle, pour reprendre l'expression du docteur Segui. Ben moi, ça s'est pas passé tout à fait comme ça. J'ai eu des problèmes pour uriner, donc ça a déclenché l'alerte. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Le docteur me suivait, donc à la suite de ça, il m'a donné le traitement. Et après la suite, ça s'est déroulé suivant le... Mais en termes de récupération, en tout cas, vous avez été entendu par les médecins sur vos priorités et sur votre mode de vie et sur la manière dont vous vouliez sortir de la maladie le plus préservé possible par rapport à vos choix. Moi, si vous voulez, ce qui était important, c'était de sortir de la maladie. Parce que je venais de prendre ma retraite, j'avais l'espoir de vivre quelques années pour en profiter. Donc ma priorité, c'était ça. Ensuite, le côté sexuel, on ne pouvait pas le nier. Donc quand j'ai été opéré, on m'a donné un traitement à base d'injections. Il a fallu un certain courage parce que je me faisais mes injections moi-même dans le sexe. Donc et j'ai fait ça pendant 2 mois. Et j'ai vu revenir mes facultés d'érection sans problème. Et donc après, j'ai arrêté le traitement, puisque c'était quand même quelque chose d'assez contraignant. Donc on l'a arrêté, et depuis, j'ai pas trop à me plaindre côté sexuel. Je suis pas un étalon, je suis pas un grand sportif, mais j'arrive
Alors, on a une question, on a la chance de vous avoir sur le plateau, mais il y a également des lecteurs qui nous ont envoyé leurs questions et on va peut-être terminer par là. Quelques questions tout venant. Et justement, il y a un des Jean-Pierre ou Jean-Paul qui nous a envoyé sa question. Il a été opéré également en 2018, comme vous, au CHU de Nîmes. Et depuis, lui, il doit se faire des injections, un peu ce que vous venez de nous expliquer. Et il dit que ça le bloque dans sa vie sexuelle. Est-ce qu'il y a des alternatives? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Alors, il y a des alternatives. Il faut savoir qu'en général, on récupère dans les 2 ans. Si au bout de 2 ans, vous n'avez pas récupéré une érection spontanée, naturelle, on peut se dire que ça ne récupérera pas. Et donc, il faut déclencher l'érection de façon artificielle. Alors, on le dit aux patients avant, on leur dit, moi je ne vous garantis rien. Il se peut que toute votre vie, pour déclencher l'érection, ça soit artificiel. Et ce côté ritualisé, qui n'est plus spontané, gêne certains patients. Alors après, il y a d'autres alternatives, notamment l'implant pénien. On a le grand spécialiste à Montpellier, le docteur Fex. Et ça, c'est encore une fois, là, c'est des discussions d'hyperspécialistes, andrologues, avec qui il faut discuter. Quel est le meilleur moyen? Il y a le vacuum aussi, qui est une pompe à vide. Il y a des gels que l'on se met dans l'urètre aussi, pour essayer de déclencher les érections. Enfin, il y a tout un tas de choses. D'après ce que dit ce monsieur, ce qui le gêne, c'est le côté manque de spontanéité, côté ritualisé un peu. Voilà, bon. On peut comprendre. Une question de Jean, qui est de Narbonne, qui lui a eu l'hormonothérapie. On lui a expliqué que il avait une durée de vie, d'espérance de vie de 50% à 2 ans. Aujourd'hui, 22 ans après, il a 89 ans, il est en très bonne forme, il continue à suivre un traitement et il veut savoir si c'est un miraculé en fait. C'est un très beau témoignage, parce que je dis souvent, je commence à avoir les cheveux blancs, je dis souvent à mes internes, même si on est oncologue ou cancérologue, on n'a pas de boule de cristal. Donc il faut toujours se protéger et protéger le patient, d'éviter de sortir des pronostics comme ça, parce qu'on n'en sait rien. Et ça traduit justement l'hétérogénéité de la tumeur et des tumeurs. Une hormonothérapie longue est souvent donnée parce qu'au départ, ce sont des tumeurs agressives. Et on a montré avec plusieurs études que si on fait une hormonothérapie plus longue, on guérit mieux. C'est-à-dire que la quantité de vie est améliorée par rapport à une hormonothérapie courte. Ça, on le sait. La grande question qui se pose maintenant, c'est à quel stade on introduit cette hormonothérapie. C'est sûr que si on introduit une hormonothérapie lorsque le patient a des métastases partout, on peut commencer à donner un pronostic, et encore, je dis ça et encore, parce qu'il y a de plus en plus de traitements différents, et ce type d'hormonothérapie, je ne sais pas exactement quel produit il prend, mais on a des résultats à long terme qui sont exceptionnels. Donc, c'est probablement pas, enfin en tout cas, je suis ravi pour lui, il n'est pas miraculé, mais on peut même se poser la question, est-ce qu'il n'a pas eu trop d'hormonothérapie? Parce que peut-être que spontanément, une durée plus courte aurait peut-être suffi par rapport au type de cancer qu'il avait. Mais voilà, ça change beaucoup. Il y a 5 ans, je ne vous aurais pas fait la même réponse, je crois. Parce qu'on a des hormonothérapies qui sont de plus en plus efficaces, mais avec des effets secondaires aussi différents et un peu plus importants. Ça, c'est clair. Donc, je crois que c'est pas miraculé, mais je crois qu'il est en train de vivre l'évolution de la médecine. Et je suis ravi pour lui parce que les types d'hormonothérapie changent et sont bien meilleurs. Ouais. Après, si je peux me permettre, c'est toujours une erreur de parler statistiques à un individu, un patient. Les statistiques vous renseignent sur les maladies, pas sur les malades. Et il faut se méfier des statistiques et des moyennes parce que parfois ça figure les choses de façon inexacte pour les patients, ça peut les inquiéter à tort. Donc voilà, ça c'est important. Les statistiques, de dire ça à un patient, il faut faire attention, quoi. Pour un autre patient qui a des problèmes de perte totale d'érection, lui il se demande si la thérapie génique pourra un jour le sortir de ce problème-là ou si c'est complètement inenvisageable. Alors, ça doit être un lecteur assidu de Paris Match, parce qu'il y a eu il y a 2 ans dans Paris Match de gros articles sur ça.
Ça, c'est les avantages et les inconvénients de la presse, excusez-moi, hein, mais qui cherche toujours à accrocher avec des titres et tout ça. Bon, pour le moment, il n'y a rien en thérapie génique qui permet de restaurer une érection. Peut-être le sera un jour. Il y a eu tout un tas de trucs sur les ondes de choc aussi. C'est en évaluation. Il y a eu la greffe de nerfs recteurs. Pour le moment, à ce jour, on en est toujours injection, gel, implant. Sur les idées, on va peut-être finir par ça, sur quelques idées reçues ou mal véhiculées. La pratique du vélo augmente-t-elle le taux de PSA? Alors j'interviens là tout de suite parce que je suis le gendre de maillot vert du Tour de France, alors je ne peux pas dire ça. Je pense que clairement, on fait éviter de faire du frottement prostatique, que ce soit vélo, rapport sexuel, quelques heures ou quelques jours avant de faire un dosage. Certains le font et ça ne bouge pas, mais on va éviter de tout mouvement prostatique, donc il vaut mieux éviter, c'est clair. Bruno Segui confirmera ce que je dis, mais ou pas, mais j'espère que oui. Mais globalement, quoi qu'il en soit, dès qu'on a fini de faire le dosage, il faut remonter sur le vélo parce que ça fait du bien. Alors le sport, c'est très bon pour le cancer. Sur le vélo, il y a peu d'études, avec peu de patients, peu solides scientifiquement. Il y en a 7 ou 8. J'ai souvenir, quand j'étais plus jeune urologue, d'une étude où on avait dosé Paris-Roubaix, PSA départ à Paris, arrivé à Roubaix, le PSA était plus bas. Il y a d'autres études qui montrent que le PSA est plus haut. Donc en fait, on ne sait pas trop, et l'attitude, quand on ne sait pas trop, l'attitude sage et raisonnable, c'est celle qu'on vient de vous dire. Il vaut mieux 3 jours avant éviter de faire du vélo, parce que dans certains cas, ça peut faire monter. En fait, ce qui se passe, c'est quand vous faites du vélo, vous n'êtes pas assis sur votre prostate. Hein. Si quand vous faites du vélo, ça appuie sur la prostate, c'est que vous avez oublié la selle. Ça pose un petit problème. Ça appuie sur le périnée qui coince l'urètre, si vous voulez, et donc on peut penser qu'il y a un mauvais drainage et une hyperpression au niveau prostatique et urétral qui entraîne une inflammation qui elle-même peut élever le PSA. Donc voilà, en clair, ne vous dites pas j'ai un PSA à 6, à 7, à 8 qui monte tranquillement depuis 2 ans, mais comme je fais du vélo, je ne vais pas voir l'urologue, c'est pas grave. Ne vous dites pas ça. Redosez-le. Évitez de faire 80 km en vélo tous les jours, 3 jours avant. Et si vraiment ce PSA continue de monter, soumettez-le à la sagacité de votre urologue. Monsieur Monredon, vous avez repris le vélo, vous nous avez dit non pour faire du sport. Ben oui, parce que c'est un sport que j'aime beaucoup. Ce que je craignais justement quand j'ai été opéré, je pensais ne plus pouvoir en faire. Donc je me suis renseigné auprès de mon généraliste qui m'a dit non, il n'y a pas de raison d'arrêter. Donc dès que je suis allé mieux, j'ai repris et j'en fais toujours. 2 dernières questions. Est-ce que la biopsie de la prostate peut entraîner un essaimage du cancer? Est-ce que c'est des questions que vos patients vous posent souvent? Alors c'est la star des questions après le vélo. Après le vélo, c'est une question qui revient très souvent dans le grand public. Alors là, on a des réponses précises et fermes, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Hein. Vous l'avez vu à le Covid, des fois on n'est pas tous d'accord, mais là on est d'accord. On fait 150 000 biopsies par an environ en France depuis 20 ans. Ça n'a jamais été décrit, jamais. Le principal risque important et grave après la biopsie, c'est l'infection. Voilà. Donc la biopsie de prostate n'essaime pas le cancer. Professeur Azria, vous n'avez rien à rajouter, vous êtes... Non, sinon j'aurais fait un autre métier. Si déjà au départ on avait un risque comme ça m'aurait vraiment inquiété. Donc l'incontinence, on l'a évoqué, le risque d'incontinence, que vous avez donné le chiffre tout à l'heure, donc je ne vais pas vous reposer la question. Question très, très directe, est-il possible d'avoir un orgasme? Alors, l'orgasme est lié à la contraction involontaire des muscles du périnée, pas de la prostate. Et donc, on peut très bien avoir un orgasme sans prostate. Il y a même 15% des patients qui décrivent un orgasme amélioré après la prostatectomie. Certains décrivent un orgasme moindre, mais ça, c'est voilà, dans la mentalité de l'homme en général, on associe orgasme à éjaculation. Et ce qui est une erreur, on peut très bien avoir des orgasmes qui s'appellent orgasme sec. Ce n'est pas l'éjaculation qui fait l'orgasme, c'est concomitant, mais ce n'est pas lié. Une précision, après radiothérapie, c'est à peu près la même chose. On a un volume de l'éjaculat qui diminue, parce que la prostate involue devient un peu plus fibreuse, un peu moins fonctionnelle. Elle est toujours en place, mais il y aura moins de sécrétion à l'éjaculat, mais il y aura toujours l'orgasme également, du fait du même mécanisme.
Donc on arrive quasiment à l'heure de la conclusion. S'il y avait quelques idées fortes à retenir pour les hommes ou les familles qui vont nous écouter, qu'est-ce que vous aimeriez faire passer comme message essentiel qui n'est peut-être pas entendu ou qui est quelques idées fortes à retenir en résumé, si on ne doit retenir que 2 choses ou 3 de ce débat? 2 choses, ça serait sur la confiance et la peur. N'ayez pas peur, faites confiance. Dosez votre PSA, à 50 ans c'est informatif. Ça va vous donner une idée du risque que vous avez dans les 30 ans de développer ou pas un cancer. Ça peut vous rassurer. Si à 60 ans vous avez un PSA à moins de 1 ou très bas, vous êtes rassuré. Vous savez que dans les 15 ans qui viennent, vous ferez un risque infinitésimal. On va donc vers des traitements de plus en plus personnalisés. Et voilà, je dirais, faites confiance aux médecins qui vous soignent et suivez un peu votre feeling. Professeur Azria, on laissera finir notre patient, Monsieur Monredon. D'accord, pas de souci. En gros, les mots-clés de notre débat et qui dépassent notre débat, c'est il y a plusieurs cancers de prostate. Il ne faut pas se dire qu'on est comme un autre. On peut avoir un cancer extrêmement agressif avec le même taux de PSA que quelqu'un qui a un cancer indolent, on appelle ça. Donc, souvent, on voit PSA 7, on fait une biopsie, et là, on a des critères. Et c'est là, et je reboucle par rapport au début de l'émission, on a des critères avec le même taux de PSA extrêmement défavorables pour un patient et pour un autre. Et là, lorsque des critères d'agressivité cellulaire sont présents, très honnêtement, la quantité de vie est risquée. Et je crois qu'on ne discute même plus de la qualité de vie. Dr Segui m'appelle, je l'appelle, et on va très vite dans la prise en charge. On ne dit plus attention, on va surveiller, c'est pas grave. Et pour d'autres, et dans la majorité des cas, et c'est le mot que je voudrais terminer, c'est quelque chose d'indolent. On peut se prendre le temps de discuter, de voir les impacts et de pas, j'ai envie de dire, à partir de maintenant, il faut se dire mon cancer de prostate, c'est pas demain la chirurgie, demain la radiothérapie. C'est je réfléchis, je discute, sauf si Monsieur Segui ou moi-même avons alerté sur un risque gravissime de cancer invasif qui peut tuer le patient. Et là, je crois qu'il faut aller très vite. Donc il faut vraiment terminer sur cette notion de plusieurs cancers. Et le PSA, c'est plus l'enjeu. Le PSA va nous permettre d'identifier ou pas quelqu'un qui peut mourir rapidement de son cancer. Et après, les autres, on a le temps de réfléchir. Monsieur Monredon, pour finir, vous aviez conscience que le cancer de la prostate, c'était les cancers de la prostate, et que quand on vous a annoncé finalement votre maladie, vous étiez au cœur de tout un tas d'hypothèses ou de possibilités. Je ne savais pas qu'il existait plusieurs cancers de la prostate, parce que je ne suis pas un spécialiste de ce genre de choses, mais ce qu'on m'a dit, c'est qu'on m'a tenu au courant de tout ce qui risquait de se passer si je ne faisais pas les traitements adéquats. Donc à partir du moment où j'ai fait confiance à mon chirurgien, parce que justement, il m'a bien informé de des tenants et des aboutissants, à partir de là, mon opération s'est déroulée et je suis allé de mieux en mieux, quoi. Juste un dernier mot, Monsieur Monredon. Je tenais à vous remercier. Ce que vous faites là, c'est courageux, c'est très respectable et surtout, c'est très utile pour les futurs patients qu'on va prendre en charge. Et voilà, je voulais vous lever mon chapeau. Mais j'ai accepté cette condition. Donc, Monsieur Monredon, merci beaucoup. Professeur Azria, merci. Docteur Segui, merci. Merci à notre partenaire Aesio qui nous a permis d'organiser ce Lab Santé. Et nous nous retrouverons dès la semaine prochaine, pour un prochain Lab Santé organisé le 10 juin sur l'actualité Covid que nous continuons à suivre et sur le pass sanitaire et les perspectives d'un été sous la menace du Covid ou peut-être libéré de tout ça. À très bientôt, au 10 juin.